Chers peuples d'Afrique, recevez nos sincères salutations à ce jour, 3 juin 2024. Depuis Bamako, capitale de la République du Mali, nous avons jugé nécessaire de vous parler de, de la brillante victoire des forces armées du Mali au niveau de la localité de Mourdia. Mourdia, c'est une localité non loin de la frontière avec la Mauritanie. Une localité à moins de 300 km de Bamako. Mourdia est une localité qui est à 60 km de Kuala et à peu près à 106 km comme ça d'Enara, si nous avons bonne mémoire. Donc, c'est une localité qui a enregistré beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques. Et l'armée malienne vient de rapporter une éclatante victoire et nous avons suivi les médias mainstream, un fameux spécialiste du Sahel qui n'a jamais été au Mali et qui raconte de n'importe quoi, qui veut transformer notre victoire en exaction. S'il ne tente pas de voler, quand nous avons neutralisé Abu Ouzeifa, leur homme tant recherché, ils ont voulu minimiser cette victoire. Ils ont dit non, c'est le MSA qui a tué, qui l'a neutralisé. Et le leader du MSA, qui est membre du Parlement de la transition, c'est-à-dire de CNT, est sorti pour dire A plus B que non, c'est l'armée malienne qui avait fait cette opération. De là-bas, elles disent que c'est le MSA. Le MSA dit non, ce sont les forces armées du Mali. Effectivement, ce sont les forces armées du Mali qui avaient neutralisé Abu Zeifa. Encore ces derniers jours, les forces armées maliennes ont écrasé les terroristes au niveau de la localité de Mourdia. Là encore, à ce niveau, ils veulent transformer cette victoire en une exaction. Dire qu'il y a eu plusieurs exactions, parce qu'à demi-mot, ils ont dit que l'attaque a été un échec. On leur dit que l'armée malienne a été victorieuse. Non, c'est l'attaque, l'échec de l'attaque qu'ils regrettent. Nous avons jugé nécessaire, chers peuples d'Afrique, de vous expliquer en détail qu'est-ce qui s'est passé à Mourdia, quel a été le plan mis en place par le groupe terroriste, comment sont-ils arrivés aux abords du camp, vous donner tous les détails nécessaires de cette opération. Il le faut. Et vous êtes libre de venir un jour au Mali, vérifier ça de vous-même. Nous avons pris du temps parce qu'il fallait concocter beaucoup d'informations. Il fallait questionner des gens qui sont sur place à Mourdia, militaires comme civils, essayer de comprendre davantage, bien sûr, pour vous donner des informations qui soient imbattables et inattaquables. Chers peuples d'Afrique, nous disons bravo aux forces armées du Mali. Nous souhaitons propre rétablissement à ceux qui sont blessés lors de ces violents combats. Et nous prions pour le repos éternel de nos martyrs. Mourdia, qu'est-ce qui s'est passé en cette fin du mois de mai? D'abord, pour commencer, il faudrait noter que la bataille de Mourdia fait partie des 10 grandes batailles de cette guerre du Mali et du Sahel enregistrées ces 10 dernières années. Plus de 100 terroristes ont été neutralisés sans l'appui d'abord des vecteurs aériens, rien que des troupes au sol, parce qu'ils se sont trompés sur qui occupait le camp de Mourdia. C'est un camp qui a fait l'objet de plusieurs attaques, parce que n'oublions pas que le camp de Mourdia, il y a un projet de route, de bitumage de route, entre Kuala c'est un peu voilà, au-delà de Djigeni, jusqu'à Nara, qui est aujourd'hui un chef-lieu provincial des régions. Donc, ces tronçons-là, on faisait enlever chaque fois des travailleurs routes, donc le Mali avait jugé nécessaire de mettre en place un poste de sécurité qui devient aujourd'hui un camp militaire. Donc, les camps militaires de Kuala a été mis en place pour sécuriser les travaux d'abord de la route Kuala-Nara. Puisque c'est une localité qui est non loin de la Mauritanie. C'est de là-bas que viennent ces touristes pour s'attaquer aux positions de l'armée malienne qui longe la frontière avec la Mauritanie. Qu'est-ce qui s'est passé
à Mourdia. Comment est-ce nous en sommes arrivés là? Comment est-ce l'armée malienne est sortie victorieuse? Et c'est seulement l'armée malienne qui a réussi cet exploit. Il part des risques et autres. Non, à Mourdia, c'est l'armée malienne qui a bel et bien engagé des combats, pas des conseils militaires russes. Ça, il faut le dire, il faut le préciser. Et quelle est l'unité de l'armée malienne qui a réussi cet exploit? C'est ce qu'on appelle ici des bérets rouges. Oui, ce sont les bérets rouges qui ont remporté cette victoire. Dans le camp de Mourdia, étaient stationnés jusqu'à 3 compagnies de bérets rouges. C'est des forces d'élite de l'armée malienne. Et autrefois, ces gens-là, quand ils venaient s'attaquer à Mourdia, ça semblait être un peu facile pour eux. Mais sauf que cette fois-ci, ils ont commis l'erreur. Parce que dans le camp de Mourdia, se trouvaient 3 compagnies de bérets rouges. Des 3 compagnies, 2 appartiennent à ce qu'on appelle l'opération Nangui. Qui fait l'opération Nangui? L'opération Nangui, c'est une opération qui est en train de nettoyer le long de la frontière avec la Mauritanie, qui mène beaucoup de patrouilles. Une opération bien dotée en véhicules blindés ou autres. Ces gens-là, puisque qui contrôle Mourdia, a directement accès à la forêt de Baoulé. La forêt de Baoulé approche Bamako jusqu'à 50 km simplement de Bamako. Qui contrôle Mourdia peut aller jusqu'au niveau de Koulikoro. Or, Koulikoro, nous avons l'école militaire interarmes. Oui, c'est l'école où sont formés des officiers ici au Mali. Et qui contrôle Mourdia peut traverser clandestinement les fleuves avant la ville de Koulikoro, passer de l'autre côté, entrer dans la forêt qu'on appelle Faya, et là encore, vous êtes à 60 km, un peu vers l'est de Bamako. À là, vous prenez Bamako en tenaille, Baoulé en bas, la forêt de Faya en haut, là, les vecteurs aériens ne peuvent pas opérer. Qui contrôle Mourdia a directement accès au territoire mauritanien sans autre poste de sécurité. Qui contrôle Mourdia peut contrôler simplement à 60 km la principale route qui va au Sénégal et qui va en Mauritanie, la route principale. Oui, RN3. Donc, qui contrôle Mourdia, en fait, tient un nœud stratégique du Mali. Donc, Mourdia, voici son importance. C'est pourquoi Mourdia a été attaqué à 7 reprises, 7 fois. Et les attaques se suivent régulièrement. Qui contrôle Mourdia? Oui, qui contrôle Mourdia, bien sûr, contrôle presque les points stratégiques de la frontière avec le Mali, l'un des points clés. Parce que vous pouvez, ça va donner sur Nyono, où il y a l'office du Niger, où le Mali cultive beaucoup de riz. Vous pouvez contrôler une bonne partie du Mali. Donc Mourdia est un point stratégique. Et une fois de plus, quand nous avons les défis, souvent on dit que ce ne sont pas des conseillers militaires russes. On dit c'est comme ça, c'est comme ça. C'est des bérets rouges. On va même vous donner des effectifs en présence. C'est 3 compagnies, des bérets rouges qui étaient là-bas. 2 compagnies appartiennent à l'opération Nangui. L'opération Nangui est une opération qui est en train de nettoyer le long de la frontière avec la Mauritanie. Bien. Donc ils sont embêtés. Ils ne sont plus libres de leur mouvement. Ça les gêne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller s'attaquer à cette force une fois regroupée, c'est-à-dire dans sa base. Et sa base, c'est Mourdia. Donc ils ont décidé de venir s'attaquer à eux. Parce que les patrouilles ont tellement fait du mal. Ils ne sont pas libres de leur mouvement. Ils sont gênés. Ils ont du mal à sortir même du territoire mauritanien. Donc ils ont planifié des opérations. Et quand vous voyez la façon par laquelle l'opération a été conduite, on sait qu'il y avait beaucoup plus derrière la planification de cette opération. Il y a plus de 1000 terroristes qui se sont attaqués au camp de Mourdia. Plus de 1000. Oui. Parce que nous, on avait 3 compagnies. 3 compagnies, chaque compagnie fait à peu près 160 hommes. De fait, un peu le calcul, nous sommes à peu près autour de 480. Plus, il y a des gens qu'on parle de GTA, groupement tactique interarmé, c'est-à-dire d'autres unités qui conduisent des blindés ou autres qui les accompagnent. Donc, tout au plus,
on est autour de 500 hommes. Un truc, quelque chose comme ça. Ils sont venus à plus de 1000, voire 1500. Parce qu'ils attaquent chaque fois au double, au triple, souvent même au quadruple de l'effectif. Par où ils sont venus? Comment ils ont décidé de s'attaquer? Je demande à Wassim Nasr de bien suivre et d'écouter pour bien comprendre. S'il voulait comprendre de toutes les façons. Le camp de Mourdia est à peu près à 5 km de la route principale, c'est-à-dire 5 km de goudron. De l'autre côté, c'est au pied d'une colline. On peut estimer à peu près à 500 mètres. Donc c'est un camp qui est situé entre la route et puis la colline. Mais la colline est aux environs à peu près de 500 km du camp, par où les troupes agressives sont venues. Ces terroristes-là sont venus de toutes les parts. D'abord, qui sont-ils? C'est une coalition du Jénim et d'Al-Qaïda. Ils ont avancé doucement toute la nuit jusqu'au niveau d'une localité qu'on appelle Medina Kakolo. Et Wassim Nassir F24 dit que non, les forces armées du Mali les ont poursuivis jusqu'au niveau de la localité de Niamona. Je veux qu'il écoute. Ils sont venus de la localité de Medina Kakolo. Quand ils ont lancé l'assaut, comment ils ont lancé l'assaut? Quand ils ont approché un peu les camps, ils ont commencé par lancer des obus, des tirs de mortier. Oui, pour effrayer. Et là, il était 5h40 minutes. 5h40 minutes, des premières roquettes ont été lancées. Pendant qu'ils lançaient des roquettes d'un côté, les points les plus difficiles, venir par la colline, il y a beaucoup de fossés dits au ruissellement des eaux. Mais il y a un angle où les véhicules peuvent passer. À travers cet angle, les militaires qui sont dans les cas sortent souvent pour des corvées de bois. Les militaires savent ce que ça veut dire, des corvées de bois. Ils ont foncé par cet angle-là. Qu'est-ce qui a foncé de ce côté? C'est 3 véhicules bourrés d'explosifs. Oui, ils ont fait foncer 3 véhicules de ce côté. Ça a trouvé qu'il y avait déjà des tirs de roquettes. Parce que là, dans les cas, on cherche à les localiser et neutraliser les tireurs. Au même moment, ils envoient des véhicules remplis d'explosifs avec des kamikazes, c'est-à-dire des gens qui vont pour se faire exploser. C'est le premier véhicule de tête, celui qui occupe le poste de sentinelle, a pu neutraliser les chauffeurs. Mais malgré cela, comme vous savez, c'est des gens qui sont hors d'eux-mêmes quand ils attaquent. Il avait les pieds sur l'accélérateur. Il a foncé jusqu'au niveau des bacs de sable. Vous voyez beaucoup de sable tout autour des camps. C'est là-bas que le véhicule a été explosé. Et les victimes sont tombées principalement à ce niveau, nos martyrs. Parce que l'explosion, vous savez, ils mettent tout, des bouteilles hautes dans le véhicule. Les 2 autres véhicules n'ont pas pu atteindre les camps, mais ont été aussi explosés, les chauffeurs neutralisés. Parce qu'on poste toujours des tireurs d'élite. Et pendant que l'explosion avec ces bruits-là, tels vous n'avez jamais entendu, a lieu, des hommes arrivent avec des motos, avec des véhicules pick-up et un véhicule blindé. Oui, un véhicule blindé. N'oublions pas ce qui s'est passé avec l'aménagement. Et ça commence à tirer de partout. Les camps étaient presque encerclés. Seulement leur erreur, c'est quoi? Ils ont oublié qu'il y avait un colonel, Keïta, que nous saluons au passage, avec un de ses hommes clés, le commandant Sissi. Recevez nos salutations. Ce sont eux qui étaient présents dans les camps. Ils imaginent un camp de l'armée malienne se faire prendre avec un colonel à l'intérieur, avec un commandant de la taille de Sissi, c'est pas possible. On dit à Bamara ou Bourou Bakolagabi. C'est-à-dire, vous savez, en Afrique, on porte souvent l'enfant au dos de sa maman et que l'enfant est tombé du dos de sa mère. C'est ce qui s'est passé. Et les forces en présence, la défense du camp était déjà bien organisée avant. On a commencé à riposter avec toutes les armes disponibles, des 12-7, des 14-5, d'autres types de blindés, des mortiers. On avait des véhicules BM-21 à l'intérieur du camp. Donc on a commencé à riposter par tous les moyens. Ça chauffait. De 5h40 du matin jusqu'à 9h,
les combats faisaient rage. Mais à partir de 9h, 9h moins, ils ont compris, malgré leurs milliers, qu'ils ne pouvaient pas faire le poids. Beaucoup étaient tombés. Or, c'est des gens, quand ils évaluent leurs pertes, ils n'hésitent pas à fuir. Et c'est là qu'ils ont commencé la débandance. Quand ils ont fui, et tout ça, le vecteur aérien n'intervient pas, c'est des commandos qui les ont repoussés. Les commandos sont sortis du camp, pris des moyens et se sont lancés à leur poursuite. C'est là que F24, ce média mainstream, dit qu'il y a eu des actions contre des civils. Non, ce sont eux. Parce que quand ils viennent attaquer, ils n'ont pas de tenue d'une armée régulière. Ou bien il peut me dire c'est quoi leur tenue. Non, c'est des gens qui s'habillent à chemise comme vous et moi, mais ils ont des armes. Donc ils ont été pris en chasse, une course-poursuite. Beaucoup d'entre eux ont été neutralisés. Oui, ils ont été neutralisés, c'est ça la guerre. Ils étaient venus pour neutraliser les militaires, non? Ils ont été à leur tour tout simplement neutralisés. C'est la loi de la guerre, c'est triste. Mais c'est comme ça. Et bizarrement, les gars, Wassim Nas nous dit que Jenim et Al-Qaïda n'ont pas revendiqué l'attaque de Mourdia. J'ai dit, ah bon? C'est quand ils ont été neutralisés. Plus de 100 terroristes neutralisés. Oui, je vous donne des chiffres vrais et vérifiés. Ce qu'il oublie, il y a eu une vidéo avant qu'ils ne passent à l'attaque, où ils étaient en train de moraliser leurs hommes. Ils juraient qu'ils se battaient contre les forces armées du Mali qui sont des mécréants, c'est ce qu'ils disent. Or, nous savons que ce sont eux les mécréants. Ils ont juré entre eux que personne ne doit fuir. Que fuir chez eux, c'est de la trahison. Oui, c'est une attaque qui a été très bien préparée. Parce qu'il y avait des puissances qui tenaient à s'accaparer de tous les matériels lourds qui se trouvent dans le cas de Mourdia. Et détruire une force importante de l'armée du Mali qui est en train de sécuriser, qui est en train de patrouiller sans cesse le long de la frontière avec la Mauritanie. Oui, ça faisait partie de leur stratégie. Réussir à désorganiser le Mali au niveau de Mourdia, le Mali allait être obligé de dépêcher beaucoup de troupes d'élite qui se trouvent au niveau du nord, notamment au niveau de Kidal, Bourem, Gao, Tombouctou, Assongo, Labezanga, d'autres localités du nord et du centre, Banyangara, Bankas, Kouro, Mopti, Sévaré, Kona, autres localités. Que le Mali allait être obligé de faire revenir ces forces-là pour s'occuper de sa frontière avec la Mauritanie au niveau de la région d'Enara. Peine perdue. Et rien que 500 hommes de l'armée du Mali a pu faire détruire cette grande colonne des terroristes venus de toutes les parts, de la colline, de la route, des buissons, partout. Et ils disent l'attaque n'a pas été revendiquée, mais il y a déjà une vidéo, l'attaque est même revendiquée avant même d'être faite, qui a circulé. Oui, cette vidéo a circulé ici partout. Ils ont fait exprès, ils savaient que leurs militaires, leurs hommes allaient être neutralisés. C'est une vidéo qu'on a récupérée sur un homme qui était de l'offensive. Et beaucoup de leurs hommes clés, c'est la troupe d'élite qu'ils ont engagée en première ligne, parce qu'ils savaient qu'ils avaient en face des bœufs rouges très bien entraînés, qui ne reculent devant rien, et ils sont tombés. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas fait le poids. Ils ont perdu beaucoup de matériel, beaucoup de leurs motos récupérés, les fameux blindés détruits, sans doute qu'on va réparer et puis remettre à nos forces, ou en tout cas exposer ça dans un musée, comme peut-être, voilà, d'autres le font. Ils ont perdu beaucoup de véhicules, et ils ont perdu des kamikazes, parce qu'il y avait 3 véhicules kamikazes, et leurs fantassins qui étaient en première ligne. Donc la perte est très énorme du côté ennemi. Et ça fait mal. De sorte que les porte-parole des terroristes ont décidé de réagir. Ceux qui sont derrière cette histoire du terrorisme. C'est dans ce cadre que nous avons suivi
leur émission sur France 24 où ils disent, où ils laissent croire, ils donnent une carte du Mali, du Burkina, du Niger, d'une apocalypse totale depuis le départ de Barkhane. Or, c'est tout à fait le contraire. Prochainement, nous allons vous donner en chiffres réels le nombre de localités libérées au Burkina, au Mali, depuis le départ de Barkhane. Le Mali a libéré toutes les localités. Il n'y a aucune localité au Mali qui ne soit contrôlée totalement par des terroristes, non. Ils font irruption. Ils viennent attaquer, essayer de fuir. Mais dire qu'ils sont là, établis, ils ont leur quartier général, dans un village ou dans une ville, jamais. Si vous connaissez une telle position, il suffit de renseigner, et puis les vecteurs aériens du Mali iront dire là-bas bonjour. Oh oui. Au Burkina, tellement de localités ont été libérées. La fameuse zone des 3 frontières en passe de devenir un des endroits les plus stables d'Afrique bientôt. Tellement il y a des opérations conjointes. Mais ils sont en train de peindre, dire qu'il y a des attaques. Oui, mais quand Barkhane était là, on brûlait des femmes vives. Oui, des femmes étaient brûlées. Des bébés au dos de leur maman. Des récoltes, tous les villages. On brûlait tout, tout et tout. Mais quand Barkhane était là, on ne pouvait même pas enterrer nos morts. Et aujourd'hui, nous pouvons tranquillement enterrer nos martyrs où nous voulons. Nous avons les moyens pour ça. Nous savons comment les neutraliser. Donc, nous avons gagné en puissance. Les résultats sont palpables sur des terrains, des écoles ouvertes partout. Et ils disent, pour ceux qui ne connaissent pas le Mali, qu'il y a plus de 80 attaques contre le Mali depuis 2024. Mais ils doivent dire qu'il y a eu plus de 80 attaques contre le Mali et que les 100% de ces attaques ont été contenues. C'est ça l'honnêteté en fait intellectuelle. Ils devaient dire que si les terroristes depuis 2024 n'ont réussi que 80 attaques, il faudrait dire que quand Barkhane était là, les terroristes étaient déjà à la même période à plus de 200 attaques. Oui, ça sont les chiffres qu'il faudrait donner. Aujourd'hui, ils n'ont plus de capacité de mener d'attaques. Et de 80 attaques, il y a combien d'attaques d'envergure? Moins de 10. Or, au temps de Barkhane, sur 80 attaques, il devait avoir 60 attaques d'envergure. Oui, tellement ils détruisaient ici. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On parle d'attaques contre peut-être des villageois, on est en train de comptabiliser ça comme une attaque. Mais s'attaquer au camp de l'armée malienne, c'est ce qu'ils ont tenté à Mourdia. Si vous tentez ça, c'est le repos éternel direct. C'est l'au-delà. Ils doivent dire que les forces armées du Mali ont mené, depuis début 2024 jusqu'à maintenant, plus de 400 frappes sur des cibles terroristes. Ils devaient être en mesure de le dire. Et les forces du Mali ont déjà détruit des petites bases de terroristes qui étaient tellement partout. Ont déjà détruit plus de 100 bases terroristes. Puisqu'ils aiment les chiffres, on donne des chiffres. Oui. Plus de 100 bases déjà ont été détruites. Pourquoi ils ne vont pas dire ça? Ils doivent dire que les forces des armées du Mali, du Burkina, du Niger ont déjà détruit plus de 150 à 200 véhicules de terroristes. Des motos, ça se compte à plus de 1000. Plusieurs blindés ont été détruits. Alors, tout ça, on met ça où? Où est-ce qu'on met ces résultats? Et que dorénavant, les officiels du Mali partent à Kidal sans payer. Mais quand Barkhane était à Kidal, pour qu'un ministre du Mali rende visite à Kidal, mette pied à Kidal, il fallait d'abord payer les groupes armés. Ah non, aujourd'hui les groupes armés supplient pour rentrer à Kidal, ce n'est pas possible. Le Mali tient bien cette localité. Et les attaques ont lieu ici au sud, oui, ce sont aussi des attaques de diversion pour pousser l'armée malienne à desserrer les taux au niveau de toutes ces localités à la frontière avec l'Algérie, à plus de 1000 km de là. Le long de la frontière avec la Mauritanie regorge aussi d'énormes gisements de gaz et de pétrole. L'un de leurs objectifs, il s'agit de démilitariser la zone, ne plus avoir la présence de l'armée malienne et avoir uniquement leurs supplétifs, ce qu'ils appellent les terroristes, à ce niveau. Et là, les forces armées du Mali disent non, ce n'est pas possible. Nous continuons, beaucoup de villages ont été repris,
le long de la frontière avec la Mauritanie, où l'État était quasiment absent il y a longtemps. Les drapeaux du Mali, vert, or, rouge, flottent à nouveau au niveau de ces localités. Et les opérations se poursuivent partout au Mali à la fois. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Parce que n'oublions pas que le Mali, c'est plus d'1 241 000 km². Ah oui, c'est pas un petit pays aussi. Mais les opérations ont lieu à la fois partout. Et ça fait très mal à ces gens-là. Et je pense que ces opérations continuent. Nous encourageons les autorités du Mali à continuer. Les autorités de l'AS à continuer. Il faudra continuer. L'attaque dont on parle au niveau de Boni, du côté du Niger, c'est des gens venus, beaucoup d'entre eux sont venus de chez Patrice Talon. C'est pourquoi quand lui il demande, il veut exiger, il pense en bloquant le trafic du pétrole, le passage du pétrole, et il va réussir ses coups, non? Les gens ne vont pas les laisser faire entrer officiellement, légalement des terroristes au Niger. Il faudrait qu'il demande à la junte macronienne qui est très présente au niveau de la localité de Kandi au Bénin de dégager. Une vidéo a circulé il n'y a pas longtemps où on voit des hommes armés dans une localité. Certains disent qu'il s'agit de chez Patrice Talon. Vrai ou faux, je n'ai pas vérifié. Nous sommes très prudents sur de telles informations. Mais ça ne rassure pas. Il doit donner des gages de sécurité à son voisin. Un voisin est un frère. On ne choisit pas son voisin, ça arrive naturellement. Donc ça ne sert à rien de travailler pour quelqu'un qui est au-delà de la Méditerranée pour essayer de déstabiliser son voisin de tout temps, de toujours. Quelqu'un avec qui on a tout le temps vécu tranquillement. On s'est marié de part et d'autre des frontières, mais pour les beaux yeux ou des mauvais yeux de quelqu'un qui est au-delà de la Méditerranée, tout le monde connaît son comportement. Qu'est-ce qu'il a fait subir à Egouti, Béanzé ou bien à d'autres par le passé, on le sait. Demain, sans doute, nous allons parler du déploiement, de l'impact du déploiement des conseillers militaires de chez M. Poutine qui arrivent du côté de la RD Congo. À quoi s'attendre? Qui sont ces gens qui se déploient? Est-ce qu'ils ont déjà fait des résultats? Il les fallait. C'était attendu. Et c'est quoi les liens avec ce qui se passe en Afrique de l'Ouest? Demain, dans une analyse un peu plus approfondie, nous allons essayer de découvrir les contours et les pourtours de ce qui se passe du côté de la RD Congo. Nous vous remercions et à très bientôt.